Tu déboucles ta ceinture de sécurité et tu te lèves, te dégourdissant les jambes pendant un long vol. Tu te diriges vers les toilettes et songes à te rafraîchir. Soudain, tu es projeté dans les airs. Les bagages volent autour de toi. Tu as l'impression que c'est la fin du monde. Tu es à 9000 mètres au-dessus du sol et tu pressens un atterrissage en catastrophe. Avant que tu n'aies le temps de réfléchir, tout devient noir. Début 2001, un énorme Boeing 747 transportant plus de 400 personnes a décollé de l'aéroport international de Tokyo à Haneda. Le vol s'est déroulé normalement jusqu'à ce qu'il atteigne l'altitude de 12 000 mètres et sa vitesse de croisière. Le service du repas était en cours et des passagers étaient debout, comme pour tout autre voyage. Un peu plus tôt dans la journée, un vol de la compagnie aérienne japonaise entre Busan, en Corée du Sud, et Tokyo, au Japon, avait commencé de la même façon. L'avion était plus petit, avec environ 250 personnes à bord. Il avait commencé à se stabiliser à environ 11 000 mètres. Ces deux avions étaient sur une trajectoire de vol similaire, à seulement 600 mètres de distance, et devaient se croiser au-dessus de l'île japonaise de Honshu. Ils étaient tous les deux proches de cette intersection lorsque le pilote du Boeing 747 a remarqué que son indicateur anti-collision s'était déclenché. C'est à ce moment-là qu'il a compris que quelque chose clochait. L'un des aspects cruciaux des voyages aériens modernes est la coordination du contrôle du trafic aérien. Chaque vol est surveillé et les pilotes sont informés si quelque chose ne va pas. Tout l'intérêt du contrôle du trafic aérien est d'organiser les vols pour rendre les collisions impossibles. Chaque avion moderne est construit avec des moniteurs de collision, mais ils ne sont jamais censés être utilisés. Tandis que les indicateurs anti-collision clignotaient, le stagiaire de 26 ans, Hideki Ashitani, était assis derrière les radars de la tour de contrôle, surveillant les deux vols. Le stress de devoir superviser plus de 10 avions l'accablait. Ce n'était pas surprenant étant donné qu'il n'était même pas certifié pour opérer seul, sans supervision. Lorsqu'il a remarqué la collision potentielle, il s'est précipité pour éviter une catastrophe. Il a rapidement contacté le vol de Busan qui volait à 11 000 mètres et leur a dit de descendre plus bas, en essayant de créer un plus grand écart entre les avions. Mais dans sa précipitation, Ashitani a fait une terrible erreur. Il a contacté le mauvais avion. Au lieu de dire au Boeing 747 de réduire son altitude, le pilote de l'autre avion a suivi ses instructions et est descendu de 12 000 mètres à 11 000 mètres, soit exactement la même hauteur que le 747. Les deux avions filaient l'un vers l'autre à 800 km/h, sur une trajectoire de collision. Ashitani commençait à paniquer. Lorsqu'il a remarqué que le vol en provenance de Busan n'était pas descendu, il lui a rapidement ordonné de tourner à droite. Le pilote n'avait bien sûr pas suivi les instructions données car elles avaient été envoyées au mauvais avion. Pour une raison inconnue, l'instruction de tourner à droite n'est parvenue à personne cette fois-ci. Les communications du contrôle aérien étaient défaillantes et les pilotes n'avaient aucune idée de l'ampleur du danger qu'ils couraient. En voyant Ashitani paniquer derrière le panneau de contrôle, sa superviseuse s'est précipitée à son poste et a pris le contrôle de la situation. Elle a contacté le vol de Busan et lui a ordonné de monter. Mais étonnamment, elle a donné cet ordre à un vol qui n'était même pas en service ce jour-là. Les deux vols l'ont ignoré car ils ne savaient pas que le message leur était destiné. Le pilote du Boeing était au moins conscient qu'il y avait un autre avion à proximité. Mais sa confiance dans le contrôle du trafic aérien le réconfortait. Si quelque chose ne tournait pas rond, quelqu'un lui aurait sûrement envoyé des instructions. À ce stade, le crash commençait à sembler inévitable. Pour les passagers des vols, cependant, tout semblait normal. Ils étaient peut-être en train de manger un encas, de se dégourdir les jambes ou de faire la queue pour aller aux toilettes, ignorant complètement qu'ils étaient en train de foncer sur un autre avion. Heureusement pour les plus de 600 personnes impliquées, le pilote était bien entraîné et confiant dans une situation qui aurait figé la plupart de ses pairs. À travers son pare-brise, il a vu quelque chose qu'aucun pilote ne devrait jamais voir. Un autre avion se dirigeant directement vers lui. Grâce à un sang-froid et une réactivité remarquables, le pilote du Boeing a saisi la manette et l'a inclinée aussi bas qu'il le pouvait pendant les secondes dont il disposait avant la collision. Le Boeing est passé directement sous l'autre avion. Imagine que tu es un pilote et que tu vois le sol devant toi au lieu du ciel. Ils s'en sont tous les deux sortis intacts. Cet homme a sauvé la vie de plus de 600 personnes.
Cela ne veut pas dire que tout le monde s'en est sorti sans une égratignure. Les passagers n'étaient absolument pas au courant de l'incident, si bien que peu d'entre eux étaient attachés. Ils étaient totalement impuissants, car le changement de direction les a projetés contre l'intérieur de l'avion. Avec le mouvement soudain de l'avion, beaucoup ont heurté le toit avec la force d'un accident de voiture. Tous les objets et personnes non sécurisées ont été projetés dans les airs. Certains ont même eu l'impression que l'avion venait de toucher le sol. Par miracle, seuls 7 passagers et 2 membres d'équipage ont été gravement blessés, et les autres n'ont subi que des blessures mineures. Le pilote a fait demi-tour vers Tokyo pour permettre à tous les blessés d'être soignés. Grâce à la réaction rapide des équipes médicales et à l'incroyable réactivité dont a fait preuve le pilote, tous les passagers du vol ont survécu. Chaque fois que tu voyages en avion, tu t'engages à traverser le ciel à des vitesses allant jusqu'à 800 km/h dans une coque métallique fragile. Tu es entouré d'énormes moteurs dangereux, à 10 ou 11 km au-dessus du sol. Il n'y aurait sûrement aucun moyen de survivre si l'avion lui-même commençait à tomber en panne, n'est-ce pas? L'amérissage de la baie d'Hudson montre que des pilotes compétents peuvent surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Le 15 janvier 2009, le vol 1549 devait se rendre de New York à la Caroline du Nord. Le pilote, Chesley Sullenberger, était un ancien pilote de planeur qui s'était reconverti dans les vols commerciaux dans les années 80. Le ciel était dégagé et les conditions étaient favorables. C'était un vol typique pour les 155 passagers à bord, jusqu'à ce que le pire se produise après seulement 1 minute et demie de vol. Alors que l'avion montait à 900 mètres, ils ont percuté une nuée de bernaches du Canada. Elles ont frappé tout l'avion, mais surtout, certaines se sont coincées dans les 2 moteurs. Lorsque Sullenberger a réalisé que les moteurs étaient en panne, il a contacté le contrôle aérien. Il lui a ordonné de se poser à l'aéroport le plus proche, mais il a réalisé que c'était impossible. Avec des moteurs défaillants et aucune piste dégagée pour atterrir, il a dû prendre le contrôle de la situation pour sauver la vie de toutes les personnes à bord. Sans le contrôle total de son avion, il n'était pas en mesure de fonctionner à l'altitude normale. Il a volé si bas qu'il est passé juste au-dessus du pont George Washington, à seulement 270 mètres. Les gens présents sur le pont à ce moment ont été terrifiés de voir l'avion si près, mais ils n'avaient aucune idée de la gravité de la situation à bord. Alors que l'avion volait à 225 km/h, Sullenberger a vu le fleuve Hudson devant lui et n'a pas eu d'autre choix que d'y amérir. Dans la tour de contrôle, tout le monde a été choqué d'entendre ce qu'il comptait faire, mais il n'y avait pas d'autre option. Un avion sans aucun signe d'identification s'approche des côtes de l'Indonésie. La situation n'est pas des plus paisibles et l'opérateur de vol est inquiet. 2 avions de chasse décollent, prêts à abattre l'avion non identifié. Tout va se terminer en catastrophe quand soudain les pilotes remarquent un détail étrange. 1er décembre 1941. Avec son équipe, le capitaine du Boeing 314 Robert Ford se prépare pour un très long vol à bord d'un des plus grands avions du monde. Le Boeing 314 Clipper California est un hydravion de grande capacité. Ne possédant pas de train d'atterrissage, il ne peut se poser que sur l'eau. Sa longueur est de 30,5 mètres et son envergure de 45,7 mètres. C'est plus grand qu'un immeuble de 6 étages. Et à bord de cet avion, il y a un restaurant, des zones de repos et même une chambre avec un lit. Malgré sa taille, le Clipper California peut voler pendant plus de 18 heures. Le capitaine Ford ne se doute pas de ce qui l'attend. Il monte dans l'avion. Le vol ira de San Francisco à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le premier arrêt est à Los Angeles. Il n'y a aucun problème à cela. L'arrêt suivant est à Pearl Harbor. Le vol se déroule bien. 7 décembre 1941. Cela fait 3 jours que l'avion a quitté Pearl Harbor. Il doit maintenant franchir la dernière étape de son voyage, le vol vers la Nouvelle-Zélande. Mais à ce moment, le capitaine Ford reçoit l'ordre de diriger l'avion vers la base alliée la plus proche. Le chemin du retour étant fermé, l'avion continue de voler vers la Nouvelle-Zélande. Après que le Clipper a atterri à l'aéroport d'Auckland, Ford reçoit un ordre qui lui semble impossible. Avec son équipe, ils doivent occulter tous les signes d'immatriculation et d'identification de l'avion et le ramener à l'aéroport de LaGuardia à New York. C'est-à-dire retraverser la planète. Cet itinéraire inédit est d'une longueur de 37 007 km. De toute l'histoire de l'aviation de cette époque, personne n'a déjà parcouru une telle distance. L'équipe ne possède ni carte, ni système de navigation moderne. Ils ne connaissent pas les terres qu'ils vont survoler, ils ne savent pas sur qui ils peuvent tomber en chemin, ni dans quels aéroports ils devront atterrir.
Ils doivent entretenir et réparer l'avion eux-mêmes, s'occuper du carburant et tracer leur itinéraire. Et puis, ils n'ont presque pas d'argent. Immédiatement après avoir reçu l'ordre, l'équipe se rend à la bibliothèque d'Auckland. Ils étudient les atlas et les cartes afin de créer un plan de vol détaillé. Tout d'abord, ils doivent se rendre en Australie, puis voler vers l'Afrique en longeant la côte asiatique. Puis, ils doivent se rendre aux États-Unis. L'équipage repeint l'avion et se prépare au décollage. Avant le départ, un banquier ayant eu connaissance de leur situation leur donne $500. L'avion décolle. L'équipage n'a pas remarqué qu'ils ont oublié de repeindre le drapeau américain. Dans quelques jours, cela leur sauvera la vie. Avant d'arriver en Australie, ils s'envolent vers la Nouvelle-Calédonie pour évacuer un groupe de personnes. L'opération est réussie. En Australie, où l'équipe dépose les évacués, il leur faut faire le plein. Mais comme il n'y a pas de service de ravitaillement de Clipper à cet aéroport, l'équipe doit elle-même transporter 800 bidons d'essence. Et voici un détail important, le Boeing 314 n'utilise pas un carburant conventionnel. Il doit être rempli d'une essence d'aviation à indice d'octane élevé. Tôt le matin, le Clipper décolle et se dirige vers l'Indonésie. Le vol se déroule bien, ils approchent de l'aéroport. Pendant ce temps, le capitaine de la base où le Clipper est censé atterrir remarque un avion non identifié. Il ne sait pas par qui il est piloté ni d'où il vient. Personne ne l'a prévenu. Il s'agit peut-être d'un avion ennemi. 2 avions de chasse décollent. Il s'approche du Clipper et ne voit aucune immatriculation sur son fuselage. Les pilotes sont sur le point d'attaquer, mais à ce moment, ils remarquent un drapeau américain. Si Robert Ford n'avait pas oublié de le recouvrir, tout se serait mal terminé pour lui et son équipage. Les chasseurs autorisent l'atterrissage. Le Clipper se pose sur l'eau. Un bateau vient à la rencontre de l'équipage, mais s'arrête soudain. Il s'avère que l'avion a atterri sur une zone couverte de mines marines, et le bateau n'ose pas s'en approcher. Le Clipper se dirige vers le port en évitant miraculeusement le contact avec les mines. Robert Ford et son équipage sont bien accueillis. Ils vont vite se reposer avant de reprendre la route. Mais un gros problème se présente alors. L'avion est à court de carburant, et à la base navale, il n'y a que de l'essence ordinaire pour voiture. Personne ne sait si le moteur de l'avion pourra repartir. Il pourrait prendre feu ou simplement ne pas fonctionner, mais ils n'ont pas le choix. Ils remplissent les réservoirs avec le carburant ordinaire. Le capitaine décide de décoller en utilisant les restes du carburant d'aviation et pendant le vol, ils passent au réservoir contenant l'essence ordinaire. Le moteur de l'avion se met à faire un bruit anormal. Mais au bout d'un petit moment, cela se calme. Le vol continue. Pendant 19 heures, ils volent avec ce carburant dangereux. Leur prochain arrêt est Ceylan. Le ciel est couvert de nuages. Le pilote, ne voyant ni la côte ni l'aéroport, décide de faire descendre l'avion au-dessous des nuages. Il vole maintenant à une altitude de 90 mètres au-dessus de la surface de la mer et remarque une énorme baleine. L'avion s'approche et... ce n'est pas une baleine, c'est un navire ennemi. Le Clipper commence à reprendre de l'altitude pour se cacher dans les nuages. Finalement, il se trouve à nouveau enveloppé de voile blanc. Ils entendent des explosions et des détonations tout autour de l'appareil. Le Clipper vole avec une visibilité nulle pendant 60 minutes. Enfin, les nuages se dissipent et ils aperçoivent le port de Ceylan. L'équipe fait une courte escale et poursuit son voyage. Dès que l'avion décolle, l'un des moteurs explose. Heureusement, ils n'ont pas eu le temps de trop s'éloigner du port. Ils peuvent donc faire atterrir l'avion et réparer le moteur. Le Clipper poursuit sa mission. Robert Ford et son équipage volent principalement au-dessus des terres. C'est très risqué étant donné que l'avion n'a pas de train d'atterrissage et qu'il ne peut donc pas se poser sur une surface solide. Enfin, ils arrivent au Congo. L'équipage y passe un moment agréable, reprend des forces, se repose et surtout obtient de l'essence d'aviation à haut indice d'octane. Tout va pour le mieux, mais une autre épreuve les attend. Maintenant, nos aviateurs vont devoir franchir la plus longue étape de leur voyage. Leur prochain arrêt est une ville portuaire du Brésil et la distance qui les en sépare est de 5632 km à travers l'océan. La distance de vol maximale du Boeing 314 est de 5900 km. Toute déviation de la trajectoire ou des vents contraires trop forts pourrait empêcher l'avion d'atteindre sa destination. Inquiet, l'équipage fait le plein et charge du carburant supplémentaire dans l'avion. Il quitte le Congo en décollant d'un bras étroit de son fleuve. Mais le pilote remarque une chute d'eau à quelques kilomètres devant eux. L'avion doit de toute urgence prendre de l'altitude, mais il n'y arrive pas. La trop grande quantité de carburant supplémentaire empêche le Clipper de s'élever. La chute d'eau se rapproche. À la dernière seconde, l'avion parvient à s'élever à la hauteur voulue. Mais même après la chute d'eau, le Boeing n'est toujours pas assez haut. Il plane juste au-dessus des falaises côtières. Une légère inclinaison pourrait entraîner l'accident. Heureusement, ils parviennent à passer sains et saufs.
l'avion s'élève jusqu'à la bonne altitude. Pendant le vol du Congo au Brésil, l'équipage a battu un nouveau record. Ils ont volé pendant 23 heures et 35 minutes.